13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h et avec vos deux chroniqueurs politiques aujourd'hui, Céline, le journaliste Yvan Riouffiol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on continue à parler de ce qui se joue, j'ai envie de dire, au-dessus et en dessous de l'eau. Voilà, la face cachée et la face immergée de l'iceberg. Il y a le casse-tête pour Matignon, bien sûr, mais il y a surtout cette lutte d'influence féroce qui se joue en coulisses entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Alors en cause, Yvan Riouffiol, la stratégie à adopter pour les Républicains en vue de la constitution du nouveau gouvernement. Et le patron de la droite républicaine est tout simplement accusé d'avoir manœuvré pour tenter de l'éjecter du gouvernement. Ça flingue pas mal, hein. La droite fait honte, encore une fois. On retombe dans cette droite la plus bête du monde qui d'abord avait refusé de faire des alliances avec une autre partie de la droite, qui est devenue la droite majoritaire. On avait fait la démonstration tout à l'heure. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'avec des querelles d'ego, des querelles de personnes, Wauquiez est en train... Alors à quoi joue Laurent Wauquiez, justement ? Je ne sais pas, faudrait le lui demander. Mais enfin, en tout cas, il joue petit bras. Il joue son jeu personnel. Il s'est autopromu comme étant le candidat présidentiel de la droite sans que personne ne lui ait rien demandé. Il s'est pris à ce jeu-là, il voit bien, naturellement, que Bruno Retailleau est en train de lui voler la place, parce que Bruno Retailleau est la personnalité, en effet, qui parle clair, qui s'est affirmé dans son rôle de rupture vis-à-vis du pouvoir en place. Qui a un projet, et qui surtout rencontre l'acquiescement d'une grande partie de l'opinion. Et il a cette qualité, il a sans doute des défauts, mais enfin, il a cette qualité d'être identifiable dans ses idées et de ne pas faire de concessions. Tandis que Wauquiez, visiblement, manœuvre à vue, fait des coups bas. Enfin, je trouve qu'il est en train de se noyer lui-même et j'imagine que le Rassemblement national, dont il a parlé avec des mots très féroces la semaine dernière, doit se frotter les mains de voir à quel point il est en train de se perdre dans ces querelles de pouvoir. On est vraiment dans la 4e République. J'ai honte, naturellement, pour cette droite-là, qui est une droite que j'ai trouvée effectivement intéressante d'il y a encore 5 ou 10 ans, mais qui maintenant est en train de se perdre dans les bas-fonds. Laurent Wauquiez qui a tenté de clarifier les choses ce matin dans les colonnes du Figaro en affirmant souhaiter que Bruno Retailleau reste place Beauvau. Pourtant, sans le dire, Laurent Wauquiez ne verrait pas d'un mauvais œil un gouvernement de gauche, ce qui finalement lui permettrait d'incarner l'alternative en 2027, ce qui est son objectif. C'est vrai que nous sommes passés de la grandeur de la réouverture de Notre-Dame à la petitesse du jeu et du mondillo politique. Tout le monde sait bien que Laurent Wauquiez, par des indiscrétions dans la presse, de travail d'investigation des journalistes, dont Europe 1, vraiment Laurent Wauquiez n'a pas souhaité maintenir Bruno Retailleau dans le paysage politique de la prochaine période. Il était d'ailleurs, il souhaitait Beauvaux. Voilà, on rappelait qu'il y a 3 mois, il voulait le ministère de l'Intérieur. On lui avait proposé l'économie. Le ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau est le seul à côté de Michel Barnier à avoir pris la lumière politique des 2 mois et demi. C'est une mauvaise pioche pour vous, selon vous. Donc c'est une mauvaise affaire pour Laurent Wauquiez dans le cadre, en effet, de la prochaine présidentielle dans 30 mois. Mais nous voyons la même situation dans le camp du Bloc central, chez Renaissance, avec une tension assez vive entre Le Cornu et Attal. Ce qui se joue là, ce sont en effet des stratégies personnelles, des ambitions. Il en faut en politique, mais on aimerait un peu plus de panache et un peu plus de grandeur pour le coup. En attendant, ce qui se joue en coulisses aussi, ça se passe à gauche. Je parle bien sûr des consultations. Emmanuel Macron donc a accepté effectivement de rencontrer tous les partis, quasiment sauf le RN qui n'a pas souhaité y aller. Et le PS, on en a parlé, a accepté de discuter, d'envisager des compromis pour une alliance avec la Macronie élargie, ce fameux arc républicain qui irait donc de LR au PS, ce qui a déclenché la colère de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, on va écouter Boris Vallaud, le chef de file des députés PS sur France Inter ce matin. Les décisions ne se prennent pas qu'à LFI et surtout pas par Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau Front populaire, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes pas moins le nouveau Front populaire que lui. Les écologistes ne sont pas moins le nouveau Front populaire que lui. Les communistes ne sont pas moins que lui le nouveau Front populaire. Et je crois, moi, à la nécessité de l'union de la gauche. Mais je crois que il vaut mieux des avancées, même modestes dans le sens de la gauche, plutôt que des grands programmes qui demeurent impuissants. Voilà, Boris Vallaud, le NFP, existe-t-il encore ? Est-il au bord de l'implosion ? A-t-il déjà explosé, peut-être ? Non, mais cette gauche a-t-elle encore des convictions ? C'est ça ce que je demande. Quelle est la moralité ? Quelle est la légitimité ? Qu'est-ce qu'ils ont, dans le fond,
au fond de l'âme que ces gens-là qui se sont alliés pour avoir des postes avec la France insoumise quand ça les intéressait et qui aujourd'hui sont en train d'essayer de jouer le jeu du président de la République, parce que c'est le président de la République dans le fond qui essaye de faire une alliance avec le PS afin de faire en sorte... c'est trahison du PS parce que c'est un virage stratégique. Je sais pas, ils vont se débrouiller, mais enfin à faire en sorte que le Rassemblement national n'ait plus cette possibilité de faire un front naturellement, un front opportun avec une partie de la gauche afin de faire tomber le gouvernement. Donc c'est gros comme une maison. Je n'imagine pas que cette gauche-là pourrait se renier à ce point-là et d'une manière aussi caricaturale face à l'opinion afin de renier des alliances grâce auxquelles une partie de cette gauche a existé. Je parle des socialistes notamment. François Hollande, par exemple, s'est fait élire par ce front de gauche et grâce précisément à des désistements. Et donc, je trouve tout ceci honteux. En effet, ce n'est pas à la hauteur, d'abord effectivement, comme l'a dit mon confrère, ce n'est pas à la hauteur des événements que nous avons connus ce week-end, et puis ce n'est pas à la hauteur surtout des dangers qui menacent la France très directement, des dangers économiques, politiques, sociologiques, enfin tout ce que vous voulez, et qui voient que vous avez un petit monde politique qui est en train de s'amuser dans un bac à sable, et moi, cela me fait honte. Ça manque sans doute un peu de hauteur, c'est sûr. Olivier d'Artigol, est-ce que c'est pas le projet, c'est pas de refaire du macronisme finalement sur le dos des socialistes en les agrégeant on peut revenir en éclatant l'UNFP aux dernières élections législatives. Le Front républicain a aussi bénéficié à des députés macronistes et aussi à la moitié du groupe LR qui en a bénéficié. Et 2/3 des Français avaient la possibilité de voter pour le Rassemblement national. Ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré ne pas donner le pouvoir au Rassemblement national. C'est le résultat des urnes. Après, ce qui se passe à gauche est intéressant. Il faut regarder ça de près. Je trouve assez amusant de voir aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon appeler les partenaires à un peu plus de collectif, alors que lui-même, par le passé, n'a pas attendu des réunions unitaires pour prendre la parole devant les médias ou faire des propositions d'ordre politique. Il y a une députée PS, Madame Rossignol, qui dit « Le PS n'est ni une colonie ni un territoire occupé par LFI. Il s'autodétermine sans tutelle. » Ce qui se passe là, et c'est très intéressant à suivre, d'abord, c'est la capacité de forces politiques à sortir de la tutelle écrasante de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est à suivre de près. Est-ce que c'est la fin du nouveau Front populaire, selon vous ? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ? Le pronostic vital du nouveau Front populaire sur les prochaines semaines est engagé, dans le sens où on voit bien qu'il y a des forces politiques qui souhaitent construire un avenir politique pour la gauche et pour le pays qui ne passe pas par les fourches codines de Jean-Luc Mélenchon. C'est une réalité. Bon, on pensait que cela pouvait avoir lieu après les européennes, mais la dissolution express en a décidé autrement. Ça, c'est la première situation. La seconde situation, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans le peuple de gauche, si cette expression existe encore, en tout cas dans les électeurs de gauche, y compris au sein de la France insoumise, on le voit dans les enquêtes d'opinion, qui souhaitent des décisions politiques, des solutions pour le pays, qui ne sont pas sur la conflictualité permanente, qui ne sont pas sur la théorie du chaos. Il y a des personnes qui aujourd'hui, dans notre pays, veulent véritablement une amélioration de leur pouvoir d'achat. Elles veulent pouvoir arriver vers les fêtes de Noël, ça sera trop tard pour cette année, avec ne pas avoir le ventre noué pour savoir si on peut faire des cadeaux aux gamins. C'est-à-dire qu'il y a aussi à gauche une culture, si ce n'est du gouvernement, en tout cas une culture de la responsabilité politique pour essayer, comme on pouvait le dire il y a quelques années, changer la vie, si ce n'est le réel. Si ce n'est que Olivier Faure dit qu'il refusera toujours de participer à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite. Oui. Et pour l'exécutif, la meilleure option contre une motion de censure est finalement d'ouvrir le soutien du nouveau gouvernement DLR jusqu'au PS, comme l'explique Laurent Saint-Martin, qu'on va écouter tout de suite, le ministre du budget démissionnaire. C'était sur TF1 ce matin. Si cet épisode politique grave aura au moins permis à ce qu'il puisse y avoir des ouvertures, et on voit bien qu'au sein du nouveau Front populaire, ça se fracture aujourd'hui. Et donc, que les socialistes responsables, sociodémocrates, puissent considérer qu'un socle d'union plus large est nécessaire pour gouverner notre pays, ça c'est une bonne nouvelle. Et si demain nous pouvons discuter davantage des socialistes aux républicains, c'est-à-dire de la gauche social-démocrate à la droite républicaine, c'est une avancée. Et vous vous verriez dans un gouvernement avec des socialistes? Moi, je suis d'origine social-démocrate, j'ai toujours dit depuis le début qu'il fallait qu'on se rassemble plus largement des sociodémocrates à la droite. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, derrière, il faudra effectivement des compromis d'idées. Une réaction rapide?
Que LFI soit répulsif, c'est une affaire entendue. Tout le monde, cela a crevé les yeux de tout le monde, sauf précisément du Parti socialiste, qui encore la semaine dernière a voté avec LFI pour précisément faire tomber le gouvernement. Ils sont capables de s'entendre pour voter une motion, mais incapables de s'entendre pour un projet. Ils sont capables de tout, en effet. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mépris pour ces genres de politiques-là. Et puis en plus, je ne vois pas très bien si vraiment les partis socialistes voulaient maintenant s'allier avec une partie de la droite pour reconstituer une sorte d'UMPS. Je ne vois pas du tout quel serait l'intérêt de la droite, sinon par Wauquiez interposé, à vouloir s'allier précisément à ses partenaires si peu conséquents. Concernant la gauche non mélenchoniste, il y a la possibilité d'un soutien sans participation. Si ça va vers François Bayrou, je ne pense pas que je suis même certain que la gauche n'ira pas, mais ça peut être un soutien sans participation. Et il y a aussi cette idée de pacte de l'idée, c'est quand même de nommer un Premier ministre qui puisse durer un peu dans le temps, au moins 3 mois. Mais au moins 3 mois, puis il y a un budget 2025 à réfléchir après la loi spéciale. Et il peut y avoir aussi cette idée de pacte de non-censure, ça peut paraître très technique, mais quel serait véritablement un socle minimum pour aller au moins jusque dépasser le calendrier de la prochaine dissolution. Mais le point dur sera la discussion sur le budget 2025. Les 13h43, on reste ensemble jusqu'à 14h. On va continuer à parler de l'actualité, notamment de ce qui se joue en Syrie. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire, en a parlé ce matin. Avenir incertain, est-ce qu'on peut avoir un régime djihadiste aux portes de l'Europe ? On se pose la question. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.